Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le bilan de notre voyage en Scandinavie et plus particulièrement de la Norvège. Après 9000 km et 3 mois sur le sol norvégien, on vous partage notre ressenti sur ce pays dont on attendait tant. Let's go. Et on commence tout de suite par l'itinéraire. Alors, vous allez vite vous en rendre compte si jamais vous faites un voyage en Norvège, l'itinéraire, c'est pas la chose la plus facile à faire. Donc déjà, pour vous rendre dans le pays, vous allez avoir 3 choix. Premier, c'est de prendre un ferry qui part du Danemark vers Kristiansand. Donc c'est le plus court en kilomètres et en temps. Par contre, c'est un peu plus onéreux. Ensuite, vous pouvez passer par les ponts du Danemark. Donc pareil, c'est un peu plus cher, c'est une centaine d'euros pour passer par là. C'est plus long en kilomètres et les ponts coûtent quand même une centaine d'euros. Et nous, la dernière option, celle qu'on avait choisie, c'est de partir de Lübeck en Allemagne et de traverser vers la Suède. Donc là, c'est une cinquantaine d'euros la traversée qui dure 7 heures. Et voilà, on n'a pas regretté d'être passé par la Suède. C'est vraiment très joli, la côte du Bohuslän avec les petites maisons rouges. Ça vous met direct dans l'ambiance nordique. Juste attention à la période. Nous, on y était en mai. À partir de mi-juin, c'est la saison haute. Il y a tous les Norvégiens et les Suédois qui débarquent. Donc, beaucoup plus d'interdictions. Soyez vigilants. Pour la Norvège, l'itinéraire, c'est casse-tête. Le pays est grandiose, tout est beau, c'est difficile de choisir. Le pays est entrecoupé de montagnes et de fjords. Et du coup, c'est compliqué. Parfois, sur la carte, à l'œil nu, une distance entre un point et l'autre, un peu comme à Lisbonne et Prekestollen, ça paraît très court. Sauf que s'il n'y a pas de ferry, il faut faire tout le tour. Et c'est beaucoup plus long. Beaucoup plus long. Nous, on a décidé de pas faire le sud de la Norvège. On est parti directement dans la région des fjords. On n'est par exemple pas passé par le parc national de Døsfjell. Ça, c'était un choix. Voilà. Après, voilà, ça c'est... On peut pas tout faire. De toute façon, le pays est énorme, donc on sait pas tout faire. Après, nous, on avait 3 mois, donc on a vraiment eu le temps de choisir ce qu'on voulait faire. Mais c'est vrai que si vous partez pour des vacances, par exemple, juste 2 semaines ou 10 jours, il va être compliqué de partir du sud pour aller faire les Lofoten. Ou alors, vous faites vraiment la route en une fois jusqu'au Lofoten et vous profitez des Lofoten. Et puis, vous redescendez. Mais le nombre de jours aura une importance dans le choix de votre itinéraire, forcément. Oui, surtout, soyez vigilants aussi. Les routes, au final, sont limitées rarement à plus de 80-90 km/h. Il y a des radars donc qui coûtent très cher, donc il faut pas se presser. L'expérience en elle-même, c'est de conduire, donc voilà. Ouais, toutes les routes sont belles de toute façon. Et quoi qu'il arrive, vous allez avoir envie de revenir dans le pays, donc. C'est clair. Un autre point qui va être important pour la décision de votre itinéraire, ça va être la météo. Parce que oui, en Norvège, c'est pas un scoop, la météo c'est parfois compliqué. Nous on a eu beaucoup de chance, donc on s'en plaint pas. Mais par contre, on utilisait quand même une application qui s'appelle YR, c'est celle que les Norvégiens utilisent. Et elle est assez précise, elle vous permet de voir sur une carte s'il fait beau, par exemple à ne serait-ce qu'une 20-30 km. Nous on a eu le cas par exemple à Esten où il faisait pas beau du tout, on était dans la brume et puis en fait on a roulé 20 minutes et puis surprise, grand soleil. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder quotidiennement la météo, ça peut vous aider et vous débloquer si jamais il fait pas très beau. Et après, le dernier point important dans l'itinéraire, les ferries. Je pense que on n'a jamais pris autant de ferries qu'en Norvège. Oui. Il y a des liaisons qui sont très fréquentes, donc ça va être tous les 5-10 minutes et on voit les locaux vraiment qui prennent ça comme nous on prendrait le train ou le bus. Après, il y en a qui sont moins fréquents, donc plus à regarder sur internet, peut-être limite réservés. Ou alors il y en a aussi qui sont que l'été et pas l'hiver. Ça, c'est à vous un peu de rechercher ce que vous avez besoin et par où vous allez passer pour les ferries. Il y a 3 façons de payer. Alors, il y a premièrement Autopass. Autopass, c'est ce qui va servir aussi pour payer les autoroutes. En gros, en Norvège, il n'y a pas de portique de payage comme en France, comme en Europe. C'est tout par caméra. On scanne votre plaque et directement, on sait que vous êtes passé. Donc, nous, on s'est inscrit sur Autopass. Ça paye les autoroutes et ça payera certains ferries, pas tous. Et quand les ferries sont pas compris dans Autopass, la personne du ferry va venir et va vous faire payer directement à votre voiture. Après ça, il y a FerryPay. FerryPay, là, c'est pour payer tous les ferries. Du coup, tous les ferries qui ne seront pas sur Autopass seront payés par FerryPay. C'est pareil, on s'inscrit, il nous envoie la facture à la fin, votre plaque est scannée et c'est payé. Et après, il y a aussi le Skyttle-Pass qui est comme un télépayage. Nous, on n'a pas su le faire parce qu'il faut le commander à l'avance. Donc, il faut aller sur Internet, sur le site, le commander, il arrivera chez vous. Et après, il vous donne quelques réductions sur les ferries, sur les autoroutes, etc. Autre chose, pour anticiper un peu les coûts, un site qui nous a vraiment bien aidé,
c'est Toll Calculator. Toll Calculator, vous allez dessus, vous mettez votre point A, votre point B, les étapes que vous avez entre les deux. Il vous calculera tous les prix des ferries, des payages, etc. Ça peut vous aider à éventuellement trouver une déviation pour un ferry qui coûtera cher ou un payage qui coûtera cher. Parce que certains ferries sont gratuits et donc vous faites 20 km en plus et ça pourrait être gratuit versus une route qui est payante. Oui, oui. Ça permet vraiment bien de pouvoir anticiper et regarder si vous hésité entre deux routes, vous dire celle-là elle est peut-être moins chère. Et de savoir le prix parce que des fois on ne sait pas vu que c'est flashé et que c'est mis directement sur votre compte. On ne savait pas. Même les ferries parfois si c'est des ferries automatiques, c'est la surprise. Surtout que le prix des ferries change en fonction si vous êtes plus de 6 mètres. Donc la hauteur ne change en rien, c'est la longueur. Donc si vous êtes plus de 6 mètres, vous passez à la deuxième catégorie et ça double le prix des ferries. Donc c'est vraiment pas négligeable. Et les porte-vélos comptent pour la longueur. C'est pas la longueur du véhicule. Aussi le système routier norvégien est impeccable. Il n'y a aucun souci. Tout est vraiment super bien organisé. C'est incroyablement bien fait. Enfin, ils sont au top. Énormément de tunnels aussi. Donc vous allez être un peu déchanté parfois parce que c'est superbe et puis boum, 20 km de tunnel. Mais ça c'est le jeu. Voilà. Mais sinon au niveau de l'itinéraire, bon courage. Ouais. Alors, on passe au coup de cœur et aux déceptions. Et face à la grandeur et à la beauté de la Norvège, on a eu un peu de mal à faire comme d'habitude, un petit top avec nos coups de cœur, parce qu'on a vraiment adoré ce pays. C'est le pays du road trip. Donc en numéro 1, on mettrait les routes. On a adoré. Il n'y a pas un jour où on a roulé, on s'est dit bof, aujourd'hui pas terrible. Toutes les routes sont belles. Incroyable. Donc voilà, c'est vraiment le pays où il faut prendre son temps, admirer tous les paysages, c'est juste splendide. Il y a quelques routes qui nous ont particulièrement marqué, comme la route des Trolls évidemment. On a eu les routes en bord de fjord sont incroyables, ou alors les routes où on passe sur des plateaux enneigés avec des lacs gelés et des murs de neige. La Lisbonne par exemple. Mais... Voilà, exactement. Après ça dépendra pardon je te coupe, mais ça dépendra un peu du moment où vous allez passer. Nous on a eu des routes où il y avait beaucoup de neige. Si vous passez au mois de juillet, il y aura plus de neige. Si vous passez un peu avant, il y en aura peut-être un peu plus. Les paysages varient fortement en Norvège en fonction de la météo. Exactement. Mais quoi qu'il arrive, vous ne serez pas déçus normalement des routes que vous allez prendre. Deuxième coup de cœur, les îles du nord de la Norvège. Forcément, il y a les Lofoten. On les connaît tous en partant en Norvège. Elles sont incroyables, elles sont splendides. Mais il y a aussi les îles à côté, comme Senja, qui est un peu moins touristique, beaucoup plus sauvage. Nous, on a vraiment bien aimé. Ça change vraiment des Lofoten. La diversité des paysages est grandiose. Il y a les montagnes, les fjords, les plages. Si on nous avait dit qu'on allait se baigner dans le Grand Nord, on n'aurait pas dans les eaux. Bon, après, les eaux sont cristallines et turquoises, mais par contre, la température, ça pique. On va pas se mentir. C'est froid. On s'attendait vraiment pas à cette expérience de se baigner, puis d'aller randonner et d'avoir des rennes qui traversent. Enfin voilà, magique. Autre coup de cœur, les randonnées. On va pas se mentir, autant les routes, c'est le pays du road trip, la Norvège, autant c'est le pays de la randonnée aussi. Par contre, soyez prêts, on part souvent du niveau de la mer et on monte pour avoir un point de vue, je peux vous dire que ça m'entraîne. Mais bon, après ça... Oui, c'est pas facile. On n'est pas des grands... Enfin, si, on est des sportifs, mais je veux dire, c'est faisable. C'est faisable. Si on doit en citer quelques-unes, on vous dira, le Marie nous a trouvé une petite pépite, le bivouac en face du fort de Geiranger. On est monté avec notre tente, on a dormi, on était tout seul. C'était juste incroyable. Oui, là c'était magique, vraiment. Après, on avait aussi la randonnée de Tungenstollen. C'est moins fréquenté que celle de Nigarsbreen. C'est une longue promenade dans la vallée, mais après la vue sur le glacier est vraiment incroyable. Oui, c'est grandiose. On n'arrive pas au pied, mais par contre, on a vraiment cette immensité du glacier devant nous. Ensuite, on vous conseillerait aussi de faire au moins une randonnée du côté du Lysfjord. C'est le premier fjord qu'on a fait et en fait, on a vraiment été émerveillés. Alors, entre Kirkbolten, où il y a ce caillou qui entre les deux, Preikestolen, on n'arriverait pas à choisir. Non. On a peut-être une petite préférence pour Kirk puisque c'est la première randonnée qu'on a faite et c'est vertigineux, les falaises sont impressionnantes. Ça semblait plus impressionnant Kirk que Preikestolen. Après, Preikestolen est aussi très impressionnant avec ce rocher qui ressort, donc voilà, faites-en au moins une des deux on dirait, mais elles sont assez physiques, un peu plus Kirk que Preikestolen. On vous conseille aussi de faire une randonnée dans les Lofoten, évidemment. Là, c'est très simple, il y en a absolument partout, donc on en a fait quelques-unes, on n'a pas tout fait, forcément. On vous conseille de faire soit Offersøykommen, soit Mannen. On a fait les deux dans la même journée, et franchement, elles offrent des vues absolument magnifiques sur l'eau turquoise et les sommets. Donc, une de ces deux-là, pour nous, ça vaut la peine.
Et enfin, on a mis Esten aussi dans nos préférences, mais là parce qu'on a vraiment eu la chance avec cette mer de nuages qui était coupée et cette montagne qui est vraiment splendide. Donc voilà, sur Senja, Esten, vraiment sympa à faire. Alors nos déceptions ou les choses qu'on a moins bien aimées. On dira la route de l'Atlantique. La route de l'Atlantique, on a eu l'habitude de la voir sur internet, des photos, etc. On s'attendait beaucoup à ça. On a fait un petit détour pour y aller. Nous, on trouve que ça mérite pas d'y faire le détour, même si on l'a fait au coucher de soleil et que c'était magnifique. Par exemple, on a fait des autres routes comme à Sommarøy où c'est pas une route super connue. On a trouvé ça par contre bien plus joli. Donc ça, c'est un peu un avis, c'est notre avis personnel. Ouais. Deuxièmement, le monde. La Norvège est super connue. Elle est très accessible en camping-car. Les spots sont rarement interdits. En fait, si on est à 200 mètres, à moins de 200 mètres d'une maison, l'accès à la nature dans les pays scandinaves est autorisé pour tout le monde. Du coup, ça c'est très bien. Il n'y a pas de barrière d'auteur, il n'y a rien de tout ça. Par contre, il n'y a pas énormément de routes secondaires. On est quasiment tous sur les mêmes routes et du coup, forcément, quand on trouve un spot, on est nombreux dessus. Après, on a su aussi trouver des spots pépites, des spots... Oui, il y en a. Les petits conseils, sortez des routes principales. Ouais. Dès que vous en avez l'occasion, prenez les routes secondaires. Ouais. En gros, les parcs Fortnite sont souvent remplis. Si vous savez trouver un spot hors parc Fortnite, bon courage. Il y en a plus. Mais c'est bingo du coup. Une autre peut-être déception, le Cap Nord. Alors je précise, si vous allez jusqu'au Cap Nord juste pour voir la sphère, honnêtement, le lieu en tant que tel, le point cardinal, rien d'exceptionnel. C'est un énorme parking, il y a un petit centre de visiteurs et il y a la sphère. C'est pour le côté plus l'objectif d'avoir été jusque-là où c'est très sympa. Donc, juste le Cap Nord en tant que tel, ça, pour nous, ça n'en vaut pas la peine. Par contre, l'expérience d'aller jusque là-bas, les routes vraiment magiques avec voilà cette étendue, cette toundra, ça vaut vraiment le détour. Et pour nous, vraiment, il faut alors prendre le temps, voilà, de faire quelques allers-retours, d'aller par exemple jusqu'à Henningsberg et des choses comme ça. Là, ok, là vraiment, faites-le. Par contre, n'allez pas au Cap Nord juste pour aller jusqu'au Cap Nord. Ça, enfin, pour nous, ça n'en vaut pas la peine. Vaut mieux prendre le temps d'explorer un peu. Kilomètres pour pas grand-chose si vous faites juste le Cap Nord et que vous partez directement. Nous, on a préféré explorer les petits villages isolés qui sont aux alentours et là, c'était vraiment très très joli. Dernier point qui a été un peu une déception. Les parkings payants. Donc la Norvège, malheureusement, il y a des parkings qui sont payants et c'est pas payant 1 € l'heure, c'est payant cher. Ouais. Donc par exemple, tout ce qui va être Preikestolen, tout ce qui va être Kerak Bolton, c'est payant. Donc nous, on a fait du covoiturage et on a trouvé des voyageurs avec qui on a partagé justement le prix du parking. Donc si vous croisez des gens que vous connaissez, c'est de vous arranger. Nous, c'était, par titre d'information, c'était 25 € le parking de Kerak Bolton et 25 € le parking de Preikestolen. Ouais. Et alors c'est une des raisons pour laquelle on n'a pas fait Trolltunga par exemple, ce qui est quand même la randonnée mythique de Norvège. Et en fait, pour nous, ça coûtait 120 €. Donc honnêtement, 120 € pour une rando, on l'a pas fait. Mais il y a beaucoup d'autres randonnées en Norvège qui sont splendides. Honnêtement, on n'a jamais été déçus d'une rando et elles sont moins connues. Donc faites un peu de recherche sur All Trails, etc. et vous allez trouver des randos qui en valent la peine et qui qui vous permettront de dépenser un peu moins. Alors, en ce qui concerne les bons plans qu'on peut éventuellement vous fournir. Premièrement, beaucoup le savent, mais d'autres peut-être pas, le ferry pour aller au Lofoten. En gros, si vous faites Bodø jusqu'à Varøy, une escale à Varøy, puis Varøy jusqu'à Moskenes pour aller au Lofoten, c'est gratuit. Si vous faites Bodø-Moskenes directement, vous allez devoir le payer, je pense que ça doit être une centaine d'euros ou un petit peu plus cher peut-être en fonction de votre van. N'hésitez pas à aller retourner voir notre vidéo. Ouais, on explique tout ça dans notre vidéo des Lofoten. Donc ça c'est quand même un bon plan. Après, on aura aussi l'appli pour les bateaux. En gros, quand vous êtes dans la période des bateaux de croisière, la Norvège est super connue pour les croisières, on a employé l'application un peu comme Flight Radar, mais Boat Radar du coup, pour voir les bateaux de croisière. Et ça vous permet de voir si déjà un bateau de croisière est arrivé dans le fjord, parce que souvent, les villes au bout des fjords sont très petites, et quand un bateau de croisière débarque, c'est genre 5000 personnes qui sortent d'un coup, on s'y retrouve plus. Enfin, c'est très impressionnant, mais c'est très déroutant aussi. Du coup, nous on employait un peu ça pour savoir si, dans les fjords où on allait, on savait qu'on allait être dépassé on essaie d'organiser nos visites en fonction du fait s'il y avait un bateau ou pas. C'est ça. Après, canne à pêche. Ah oui, ça c'est le sujet pour toi. On ne conseille pas forcément d'acheter le matériel avant de partir. La Norvège est plus chère pour beaucoup de choses, mais pour ça, franchement non. Marine a acheté une canne à pêche en Norvège, je pense qu'elle a acheté 15 ou 20 €. Donc c'était pas très cher. Pareil pour les leurres, on a acheté des leurres à Decathlon avant, on s'est rendu compte que sur place c'était beaucoup moins cher. Donc
N'achetez pas, achetez le minimum limite avant de partir et puis achetez en Norvège, ça ne vous coûtera pas beaucoup plus cher. Oui, vous pouvez aller chez Biltema, excellent, un magasin, et Sport Outlet aussi, Outlet. très bien pour acheter des leurres et des trucs comme ça. Ouais. Alors, c'est pas un scoop dans les conseils, la météo fait qu'il faut partir avec des vêtements adaptés. Donc nous on a pris bonnet, veste chaude, mais aussi des shorts parce qu'on a eu des moments où il faisait très chaud, même pour les randos. Donc prévoyez un peu de tout, malheureusement il n'y a pas le choix, il faut vraiment être prêt à tous les temps. Et en parlant de vêtements, on arrive aux machines à laver. Donc c'est compliqué en Norvège, autant voilà, c'est un des pays où on a eu plus de mal à trouver des machines, ça n'existe pas les laveries là-bas. Donc nous on a utilisé une appli qui s'appelle GoMarina parce que comme il y a beaucoup de ports, et dans les ports certains sont équipés de laveries, enfin de machines à laver en tout cas, soit c'est gratuit, soit il y a un petit forfait à payer sur l'application, mais c'est très utile si jamais vous avez besoin de faire des lessives. Pareil pour les douches. Ou alors aussi vous pouvez chercher les campings sur Park Fortnite qui proposent de payer un taux, enfin genre 1 heure pour une machine à lessiver dans leur complexe, mais c'est assez rare. Et dernier point, en Norvège, vous n'avez pas besoin de cash. Ne partez pas avec de l'argent déjà d'avance, ça ne sert à rien, les Norvégiens n'aiment pas ça. Donc on a tout payé en carte, tout. On n'a même pas vu la couleur d'un billet. Non, franchement, c'est pas nécessaire. Et alors, vous allez voir, les Norvégiens sont incroyables, ils ont une confiance absolue. Donc ça, c'est top. Peu importe, même sur les ferries, par exemple, vous pouvez vous servir et vous payer vous-même. Donc c'est beaucoup du self, les parkings pareil, les campings pareil. C'est souvent des self-payment, comme ils disent. Donc voilà, ne partez pas avec du cash et utilisez les cartes uniquement. Peu. Oui, très peu. Et nous, comme on voyage comme ça, on vous conseille d'utiliser Revolut. Pas de placement pas de partenariat ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on l'utilise depuis 4-5 ans et on est très content. Ça vous permet d'avoir un bon taux de change, surtout si vous partez un peu avant la saison touristique. Le taux de change est généralement plus favorable. Alors, le nerf de la guerre, le budget. Forcément, la Norvège, c'est cher. C'est plus cher que chez nous. Mais on a été finalement agréablement surpris quand on a relu un peu nos comptes. De tête, j'aurais dit qu'on avait dépensé plus. Du coup, en essence, on en a eu pour 1130 € pour 9000 km environ. L'essence est un peu moins chère dans le sud, en moyenne. On était entre 1,60 et 1,90 en fonction du taux de change, bien sûr. Après, petite particularité pour l'essence, et on l'a pas dit, ça change tout le temps. C'était un peu le cas en Écosse aussi. Nous, ça nous est arrivé, on est arrivé dans une station, on a vu le prix, on a pris le pistolet, pouf, ça va augmenter. Donc il y a des fois où ça augmente vraiment et on sait pas prédire. Non, on a essayé de comprendre si c'était plus cher le week-end, moins cher. Il n'y a rien qui change, c'est toujours ça. Donc le conseil. Ouais, petite astuce, c'est regarder les prix de chaque pompe. Une fois que vous avez vu le prix minimum, à peu près de 20. tous les pompes que vous avez vues, quand vous voyez ce prix-là affiché, foncez. Même si c'est 10 litres, 15 litres, 20 litres, allez faire le plein parce que le lendemain, au lieu d'être 20, ça va peut-être être 27. Ouais. Et du coup, oui, ça peut vraiment changer. N'attendez pas d'être vide pour faire le plein. C'est pas quelques centimes, ça peut jouer à même 50 centimes, 1 euro facilement le litre. Donc, deuxième point de dépense, les courses. On a dépensé 431 € en courses, mais on était parti avec des réserves énormes. Oui. Donc on vous conseille de faire pareil. Tout ce qui est cher en Norvège et tout ce qui est importé, donc tout ce qui va être fruits, légumes, la viande, le fromage et bien sûr l'alcool. Donc l'alcool ça s'achète dans des magasins spécialisés d'État qui ont des horaires très très stricts et ça coûte cher évidemment. L'alcool c'est 5-6 € par exemple pour une bière. Donc nous on était parti avec un petit stock et vous pouvez aller sur le site toll.no qui va vous donner les quotas autorisés. On était un peu au-dessus mais on vous le conseille pas. Après on a les restaurants, 239 €. En gros, on n'a pas fait énormément de restaurants, mais le bon plan, ça reste Ikea. Ouais. On a beau être en Norvège et pas en Suède, Ikea ce sera le moins cher. Ça, il y a internet, il y a des prises, il y a tout ce qu'il faut. Oui, quand il fait moche, c'est top. Alors, dépenses suivantes, les ferries. Donc on a dépensé 205 € pour les ferries, ce qui est ok. Honnêtement, c'était pas si cher que ça au final. On pensait plus, parce qu'on en a pris une bonne vingtaine quand même, je pense. Ensuite, il y a les payages. On a dépensé 67 € en payage et les parkings à 41,4 € à peu près. Mais ça, c'est grâce au fait qu'on a fait aussi du covoiturage. Après, on a le GPL
qui s'élève à 36,89 €. Pas de problème pour trouver du GPL dans les pays nordiques, à part dans le Grand Nord, attention. En Norvège, la dernière, ça doit être Alta, je pense, et après, il n'y a plus. Et en Finlande, il n'y en a pas. On a aussi Lavry. Lavry, on a 18 €. C'est en fait une aire de camping-car où il y avait il y avait 2 machines, un séchoir inclus. Du coup, on a dormi une nuit là et on a passé toute notre nuit à faire nos machines parce que tout le monde a les mêmes idées. Du coup, tout le monde se retrouve pour faire 5-6 machines par personne et c'est un carnage. Compliqué. Mais bon. Et alors, on vous rassure, pour tout ce qui est eau et vidange, c'est super facile. Ouais. L'eau, c'est majoritairement dans les stations essence, c'est à disposition, c'est gratuit, donc pas de souci. Parfois, il faut une clé, il faut juste aller demander à l'intérieur, mais ce sera gratuit. Oui, et après, sur Park4Night, vous allez avoir toutes les zones de vidange, mais très honnêtement, hyper facile. Et donc, au total, on est à 2500 € en 85 jours, soit environ 30 € par jour. Donc, totalement OK en moyenne. Ouais. Voilà, donc c'est ici que se termine le bilan pour la Norvège. On espère que ça aura pu vous aider, vous donner quelques bons tips et conseils pour la préparation. Et dans tous les cas, c'est un pays absolument incroyable, on vous le dit une fois, donc ouais, il faut y aller. Ouais, nous, aucun regret, on espère juste y retourner un jour. Et voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas abordées parce qu'on n'a pas pensé. N'hésitez pas à mettre en commentaire les questions que vous avez, on y répondra sans souci. Voilà, bon voyage! Salut!